Crossfight aujourd'hui avec Fernand Lopez qui va revenir avec nous sur cette nouvelle qui est tombée très récemment. Le Cage Encounter 4 aura lieu à Paris, au Cirque d'Hiver, une salle prestigieuse avec des grands noms. Une nouvelle qui vient à point nommé, qui casse un peu cette courbure de vacances qui s'écoulait là jusqu'à tranquillement. Alors Fernand, bonjour à toi. Bonjour Fred. Est-ce que tu peux revenir avec nous vraiment sur cette annonce avec une fight card de folie? Raconte-nous tout ça parce que vraiment on est encore un peu surpris par cette annonce. Alors écoute Fred, c'est pas un événement qui sort du lot en tant que tel. C'est un événement comme un autre. Et puis effectivement il y a une carte qui est assez solide. Une carte qui est assez solide, il y a un lieu qui est mythique, qui est très important. En général, on a pas mal d'actions sur le pancras et sur la possibilité de développement du MMA en France sur des événements. On a pas mal d'acteurs qui travaillent dessus depuis des décennies et qui font un très bon boulot et que je profite ici avec l'opportunité que tu donnes pour les remercier. Mais non, le Cage Encounter c'est quelque chose d'assez différent dans le sens où c'est juste l'idée d'aller marquer l'histoire avec le fait de rentrer dans ce lieu mythique qui est le site du Verre, le site Bouglione, où il y a pas mal d'événements qui ont eu lieu. On a eu le grand tournoi de boxe anglaise qui s'est passé dans ces lieux mythiques. On a tous les ans la rencontre de lutte faite par la fédération de lutte qui se passe là, dans ce cycle-là. Et là arrive dessus les arts martiaux mélangés. Okay, donc voilà, il y a quelques temps déjà, je discutais avec un ami qui est le président mondial du WWFC, Vladimir, qui fait un excellent boulot puisqu'il a déjà eu des éditions précédentes en Ukraine, en Moldavie, je crois qu'il est sur 4 pays européens déjà, et donc du coup il m'a sollicité pour qu'on fasse un travail dessus et qu'on puisse poser le Cage Encounter à Paris. Donc voilà, on a donc décidé de le faire. Mais tant qu'à faire, si on décide de faire quelque chose de bien, autant aller chercher la qualité. Ça c'est en fait, en général, je préfère prendre le temps de faire la qualité que de faire de la quantité. Peut-être des Encounters 4 sur Paris, probablement le concept, c'est possible qu'il ne s'adapte pas au contexte français. Peut-être qu'il s'adaptera, peut-être pas, on ne sait pas encore, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, qu'on le fasse une seule fois, on le fera bien. Et puis éventuellement, si ça passe bien, on le fera plusieurs fois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la carte, elle est déjà très solide, avec des athlètes d'un niveau mondial carrément, d'un niveau, des plus hautes compétitions qui existent. Les choses s'envisagent tout est envisagé pour que ce soit quelque chose d'élitiste en fait, que ce soit sur l'arbitrage, que ce soit sur la prise en main des athlètes de l'aéroport, que ce soit sur la prise en main des hôtels, que ce soit, voilà, on fait tout pour que les choses soient faites de la manière la plus correcte et la plus prestigieuse. Alors ça coûte beaucoup on a le choix d'avoir une salle gratuite comme certains organisateurs, et puis on a le choix d'aller louer une salle qui coûte des milliers d'euros, voilà. Et donc du coup je remercie tous les partenaires qui nous suivent sur ce projet-là. On va bientôt sortir une liste complète de ces partenaires puisqu'ils seront sur les visuels de communication du Cage Encounter et du WWFC. Voilà, je pense avoir à peu près posé le contexte dessus. Après j'attends, je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir d'autre? Eh bien, une autre, surtout que tu nous parles un peu de la venue de Malik Merad et Yassine Bandaoui, parce que vraiment c'est des très très bons combattants, ces Lyonnais-là, de la team Adrénaline. Yassine Bandaoui s'est illustré au Canada, notamment, où il a pas mal épaté, on va dire, la tendance là-bas. Malik, on n'en parle même pas, il est connu, il est au Bellator aussi, c'est vraiment du haut niveau. Donc une carte qui s'étoffe de noms français, prestigieux, et de noms solides,
comment arrives-tu à mettre autant de noms sur cette carte? Parce que oui, il y a bien sûr Tonton, il y a Karl, évidemment, qui sont chez toi, mais tu as aussi, je pense, Malik, Yacine, et je pense qu'il y en aura encore quelques autres qui vont finaliser un peu cette carte. Mais comment as-tu réussi à faire toute cette amalgame? C'est une longue préparation. Exactement, c'est une longue préparation. Là, le projet arrive à maturité, et donc on se met à en parler il y a à peu près quelques semaines. Il nous reste à peu près un mois pour le finaliser le projet, mais ça a commencé depuis longtemps déjà. Et l'idée en fait, c'est d'avoir des athlètes qui ont envie de faire partie du projet et d'accompagner, de voir un événement qui arrive et qui va peut-être grandir. On parlait des Lyonnais. Malik Merad, c'est probablement l'un des mecs qui a été le plus actif ces dernières années. J'ai eu une discussion à bâton rompu avec lui et il souhaitait revenir à ce qu'il a été parce qu'il a récemment eu des faux pas, du manque de motivation dans sa manière de combattre. Ça s'est vu sur son dernier combat. Face à Ousmane Cissé, il n'a pas été lui-même aussi agressif qu'il était soit agressif, et donc il avait l'intention, voilà, il est complètement résolu à faire quelque chose de beaucoup plus différent, quelque chose de revenir naturellement à son instinct de tueur, de lâcher ce qu'il a lâché, qui ne pas combattre pour pas perdre, mais combattre pour gagner. Et donc, du coup, l'opposition que je trouvais la plus naturelle, c'est celle qui a failli avoir lieu déjà à Kiev, face à Ion Coutabella, et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. J'ai appelé Ion, et puis bon, voilà, ça s'est fait naturellement, enfin il a accepté naturellement, chacun avec la volonté vraiment de faire quelque chose de lourd, et donc ça a été fait. Ensuite, le retour de Christophe Picot, qui est un membre du CrossFight et qui voulait son discours est celui-ci, et que je comprends, que je partage complètement. Je n'ai plus beaucoup d'années dans ma carrière sportive. Quitte à combattre, je préfère combattre des vrais jeunes qui ont faim et qui ont des dents, qui règlent le parquet pour savoir où j'en suis et puis aller chercher la difficulté. Et donc du coup, on a de manière collégiale choisi, je lui ai proposé Yacine. Et puis il m'a dit que ça lui allait parfaitement, et Yacine, je lui ai posé la question en discutant avec Malik, et puis ça s'est fait comme ça naturellement. Donc c'est un combat, l'idée en fait c'est d'avoir des match-ups sur lesquels on ne saura jamais deviner qui va gagner ou pas. Ok, d'ailleurs d'où l'autant que ça prend pour sortir les adversaires. Il y a une certaine liste d'adversaires, une grosse demande en fait sur par exemple Tonton. Une grosse liste pour affronter Tonton, une grosse liste pour faire ça et tout, mais on y va méticuleusement pour trouver le meilleur match-up qui fera que personne ne puisse, que même les meilleurs pronostiqueurs ne puissent pas s'en sortir dessus. L'idée, c'est que chaque match soit quelque chose de très très compliqué, très équilibré. Je reprends le match entre les deux Samir qui vient de la Moldavie, et puis Samir Faidine du CrossFight. C'est pareil, c'est quelque chose de super compliqué. Dieu seul sait que c'est mon fiston, et pour une fois je me fais dessus, j'ai peur de ce qui va arriver parce que c'est très très équilibré comme match. Mais voilà, si on veut espérer monter haut, aller plus haut, il va falloir affronter les meilleurs et aller savoir exactement où est-ce qu'on en est au niveau de son athlétisme et de sa performance sportive. Une bien belle carte en perspective, mais il y a aussi, je voudrais que tu reviennes avec nous, sur la présence de Boubacar Baldé, qui risque d'être présent sur 2 shows, puisque une semaine auparavant, il y a le Lyon FC 6 en Suisse, à Neuchâtel, une magnifique carte également, très très belle carte au niveau européen également, et donc il pourrait combattre sur les 2 cartes. Ok, ça aussi c'est un cas assez spécifique. Alors, c'est pas anodin, on a vu des combats, vous avez déjà vu des tournois, même des tournois où il y a 2 combats dans la même soirée, ça se fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a pas je tiens à être super clair avec tout le public, ok? Que le public sache qu'il y a une possibilité que Baldé ne soit pas là le 19. L'intention de Baldé était celle-ci.
pareil, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai envie de reprendre la compétition rapidement et la faire bien. Donc du coup, je vais faire une compétition le 12 en Suisse. Je ne prends pas à la légère mon adversaire, je vais donner ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que ça se passe vite. Si ça se passe vite et que je suis, complètement en santé et que j'ai pas de soucis, bah, j'enchaîne tout de suite pour le 19 pour faire un nouveau combat. Donc du coup, clairement, s'il y en a parmi les spectateurs ceux qui viennent exclusivement pour Baldé, bah, attendez éventuellement la dernière minute pour prendre votre ticket parce qu'il a un combat une semaine avant, mais c'est quasi sûr que si, à moins qu'il ait vraiment un gros bobo, c'est quasi sûr qu'il sera là le 19 parce qu'il veut le faire, parce que c'est dans son projet en fait de remonter rapidement la pente et de faire un maximum de combats pour voir ce que ça peut donner du peu de temps qui lui reste. Voilà. C'est tout à son honneur en tout cas. C'est courageux. À 2 semaines d'intervalle, une compétition de cette qualité-là. Et donc sur Francis Ngannou qui va aussi participer à l'événement de ce Lyon FC. Oui, Francis, il va. Enfin, déjà, je tenais à féliciter Nelson Carvalho qui a fait une très belle carte, qui fait un événement de qualité. Il est entouré par Benjamin Taz, ils ont fait un beau boulot sur le matchmaking. Ils ont fait. La carte, elle est super dense quand on voit ce qu'il y a en carte préliminaire. Rogi Lawson de la Snake Team en common event. Notre Cheikh Kone national de la H Academy en main event. Franchement, là, le Lyon FC, il tape super fort. Ensuite, sur la carte préliminaire, on a Tahabdi, enfin préliminaire, avant le main event de la carte principale, on a quand même Tahabdi contre Dominique Maestre qui vont faire un excellent combat aussi. Ça va être un grand retour pour Tahabdi. Voilà, c'est vraiment une super belle carte. Sur la même carte, on a Valérie qui va aussi combattre. C'est un combat qui n'a pas été annoncé tout de suite puisqu'elle avait du mal à trouver son adversaire. Finalement, c'est fait. Voilà. Et puis bien évidemment, Francis. Grosse carte aussi. Hein. Voilà. Donc, et le crossfight est présent sur les deux. Hein. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas à faire le tour chez nos amis transalpins et puis aller regarder le bel événement et puis revenez ici 2 semaines après, une semaine après, regarder ce qu'on va faire ici sur Paris. Oui, le crossfight est là-dessus, sur les 2 événements. Il y a quelques années encore, quelques mois, j'étais complexé par ça, du fait d'avoir chaque fois plusieurs combattants sur un événement. J'étais complexé parce que je me disais, on va faire du reproche à Stéphane Chauffoyer par exemple, d'inviter plusieurs acteurs du crossfight sur son événement parce que ça fait comme si la carte elle était celle du crossfight contre le reste du monde. Et puis j'ai été mal à l'aise quand le SH a invité 6 athlètes. Au SH, il y a eu 6 combattants. Raïd, il a pris 6 combattants du crossfight pour combattre sur le SH. Pareil, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais non, il n'y a pas à rougir du fait qu'il y ait un volume de combattants et qu'on soit plus fournisseur que d'autres. Cette échelle-là vaut sur le niveau mondial aussi. C'est-à-dire que quand on monte en échelle et qu'on arrive sur le niveau mondial, on peut constater qu'à l'UFC, il y a des grosses teams comme Team Alpha Male qui auront sur la même carte 3 athlètes. D'ailleurs, à l'UFC, il est arrivé que pour la première fois en France, il y a 2 athlètes sur la même carte. L'UFC a accepté de prendre 2 athlètes du crossfight au même moment, le même jour sur la même carte. C'est la première fois d'ailleurs de l'histoire du MMA français. Carrément. Voilà, alors que je ne suis pas du tout, je suis très très loin d'être un actionnaire de l'UFC. Et donc je pense que s'il y a un certain nombre de personnes, s'il y a un volume de personnes, une qualité d'athlète qu'il y a au crossfight, il n'y a pas un rougi quoi. Donc du coup, Nelson effectivement il fait une part belle au crossfight et il met un certain nombre d'athlètes sur le Lyon FC. Quelques
jours après, sur Paris, il y a pas mal d'athlètes du CrossFit qui sont des athlètes de qualité qui vont aussi participer au Catch Encounter Paris. Donc voilà, ça ne me gêne plus, je l'assume complètement, il n'y a pas de problème. Et si ce show est une réussite, le Catch Encounter, est-ce qu'on va avoir une suite plus tard? J'entends en cas de réussite, hein, voilà, de toutes les façons, il y aura, le Catch Encounter est parti pour être un long show. Mais non, vraiment, le Catch Encounter Paris est parti pour être quelque chose de constant. On a eu un contrat assez correct avec le site Bouglione pour qu'on puisse faire plusieurs événements. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Le succès, surtout qui va être relatif, je vais être clair, hein, que ce soit clair sur ce premier projet, celui qui est de faire le Catch Encounter dans le 11e arrondissement. Financièrement, c'est un business model qui ne va pas du tout parce que ça coûte vraiment cher et parce que on ne va pas rentrer, on va perdre des sous, on va perdre des sous sur cet événement. L'idée, c'est juste de faire quelque chose de bien dans un premier temps et ensuite de voir comment les partenaires se mettent d'accord pour que ça puisse être amorti et qu'on avance beaucoup mieux sur des prochains événements. Donc, il n'y a pas de... C'est une perte qui est anticipée, qu'on attend, qu'on a préparé. Et il y a déjà un événement qui est prévu pour la suite. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment pas... C'est quelque chose qui devrait voilà, pérenniser à moins d'avoir une véritable contre-indication et un souci qui nous empêcherait d'aller plus loin. Mais normalement, il n'y a pas de... Tout est prêt, tout est fait pour qu'on accepte la première perte parce que le lieu est mythique, ça coûte encore un peu plus cher. On a des arrangements qui vont peut-être faire que ça devienne... qu'on puisse amortir et tout. Mais c'est pas grave. Ça développe le sport, ça développe la qualité du sport. Ce sont des petits détails, les petits détails qui ont toujours manqué à... Enfin, Vladimir, qui est le président du WFC au niveau mondial, a assez d'expérience sur l'événementiel. Ouais. Vous avez juste à regarder ce qu'il y a comme vidéo et compilation de ce qu'il y a eu sur les événements précédents en Europe que le WWF a fait. Vous verrez qu'il y a une qualité, une véritable qualité de travail dans ce qu'il fait. Maintenant, à ça, combiné à ce que j'ai vu à travers le monde, ce qu'on a vu, ce dont on a... Voilà, l'expérience que j'ai eue, on a un partenaire qui est assez... Je vais profiter pour remercier, parce que je parle beaucoup de Vladimir, parce que c'est la tête de pont, c'est lui qui a déclenché le projet et qui a voulu mettre le projet. Mais je parle moins ici du système de connexion et de communication qui est géré par Eric Konako, qui fait un excellent boulot, qui a organisé à l'époque le Weekend One Tournament. Donc du coup, c'est quelque chose voilà, il a une grosse expérience dessus sur la communication, sur les réseaux sociaux et sur le développement de ce genre d'événement. Je n'ai pas parlé encore de Kamel, qui est un de nos associés dessus, sur le projet, qui est aussi très bon en événementiel, qui donne beaucoup de son temps alors qu'il a un boulot assez prenant et qui a beaucoup d'expérience, qui a quasiment fait la moitié des UFC, qui les a fréquentés assidûment, qui a fait des Bellator de l'intérieur et qui sait exactement comment ça se passe. Et l'idée, c'est d'optimiser cette qualité en fait de compétition, de grande compétition, la ramener sur le contexte national et essayer de minimiser le coût de ce prestige-là. Parce que le prestige a un coût. Comment faire pour pouvoir le mettre en place, l'optimiser et réduire légèrement les coûts pour qu'on puisse s'en sortir, que les combattants se sentent valorisés, que l'événement ait une qualité, que le lieu soit mythique, mais qu'à la fois, à long terme, les organisateurs puissent, nous les associations puissent s'en sortir sur le projet. Voilà un peu la grosse, délicate mission qu'on a. Mais une mission qui s'annonce bien, en tout cas pour l'instant. Oui, pour l'instant, ça va. Franchement, il n'y a pas de gros... on s'attend à tout, hein, ça va être compliqué. Hein. Il pourrait y avoir des soucis de dernière minute ou quoi que ce soit, mais la chance qu'on a, c'est qu'on est entouré d'athlètes qui sont des athlètes
proche de nous et connu la plupart d'entre eux. Enfin, je n'ai pas parlé sur la carte de Jason Poney. Enfin, Jason Poney, on sait la qualité de combat qu'il met en place. Oui, oui. Il a face à lui un mec qui est invaincu. Vlad Popovski, c'est un mec qui a un très bon niveau, ça va faire un match de folie. Enfin, ce sont des personnes qu'on côtoie tous les jours, avec lesquelles je suis en contact tous les jours, et donc du coup, ça réduit les possibilités comment dire, de désistement, ça réduit les possibilités de mésentente. Enfin, on est au courant au jour le jour de tout ce qui se passe, et on fait tout pour maintenir la carte telle qu'elle est annoncée à quelque chose près. Ok, on n'est pas à l'abri d'un incident ou quoi, mais en tout cas, on fait tout pour qu'elle soit maintenue, et voilà. Alors sinon, je voudrais que tu reviennes avec nous un petit mot sur Yuri Vegenari, qui est champion du monde de MMA. Ouais. Ouais. Yuri, il est champion du monde de MMA. Eh ouais. C'est assez bizarre parce que il y a cru à son rêve, et il n'a pas de limite, et puis il est allé jusqu'au bout de son rêve. C'est assez paradoxal parce que c'est la deuxième année en fait qu'il y va. Ok, la première fois, c'était fortement sous mes conseils et ma recommandation qu'il allait faire le championnat du monde amateur de MMA. Mais Yuri a un potentiel fou, quoi. Enfin, ici à la salle, il s'entraîne avec des compétences de très haut niveau. La qualité de sparring, elle est énorme. Qualité pédagogique au top, donc pas de souci pour lui. Donc il y va, et puis malheureusement, le règlement de la compétition n'était pas complètement au point. On était dans l'idée de préserver la santé des athlètes amateurs, et donc on allait dans l'excès. La moindre égratignure était donner lieu à un stop et puis une finalité de combat pour les protéger. Ce qui a désavantagé Yuri, parce que Yuri a eu une légère coupure, et donc du coup l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, le médecin a décidé d'arrêter le combat. Moi, je dis toujours, tant qu'il y a, je préfère un arrêt prématuré qu'un arrêt trop tardif. Oui. Donc, du coup, de ce point de vue, l'IMAF fait un excellent boulot. Du coup, deuxième édition, j'étais vraiment pas très partant pour qu'il le fasse personnellement. C'est-à-dire que ce n'était pas une priorité pour moi. Je voulais qu'il fasse un certain nombre de compétitions amateurs, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les autres amateurs dans d'autres pays, les Suédois, quand ils arrivent, ils ont une dizaine de combats amateurs. Mais ce n'est pas des combats amateurs dans un ring ou quoi que ce soit, c'est un cage, c'est avec du grand bond et tout ce qui va avec. Okay? Tous les autres pays, en général, les Sud-Africains, ils arrivent, ils ont fait du MMA, quoi. Du MMA amateur, certes, mais du MMA. Avec, voilà, ils savent c'est quoi. Et nous, des fois, on parle ici avec des jeunes qui n'ont pas encore fait ça, puisqu'on ne peut pas faire des compétitions de MMA en France, qui partent avec cet handicap-là. Donc, Yuri... Yuri voulait refaire ça, et moi, entre-temps, je suis persuadé, j'ai été persuadé, je le suis encore, qu'il est prêt pour le haut niveau. Il est prêt pour passer chez les pros. Il a tout ce qu'il faut pour passer chez les pros. Et l'expérience nous a montré qu'à des fois, il y a des personnes qui brilleraient plus si elles étaient dans la difficulté des pros, si elles étaient sous les feux des projecteurs, que si elles restaient en zone amateur. Et donc, du coup, je n'étais pas très chaud. C'était pas ma priorité en tout cas. Et il a tenu tête, et ça c'est très bien. Je le félicite pour ça, parce qu'un athlète, c'est pas juste, c'est un personnage. Un athlète doit avoir un caractère super fort. On ne peut pas arriver à être champion du monde si on n'a pas un mental dur et qu'on n'est pas têtu. Il a été têtu à sa manière. Il y a des... Je l'accompagne sur ses stages, ce qu'il a fait, je l'accompagne, je l'ai aidé, sa compétition. Je remercie ses coachs qui étaient présents. Je parle de Shadow Ludwig et David Pierre-Louis qui étaient sur place. Mais on a travaillé en symbiose. C'est-à-dire que de la compétition, il était à Las Vegas. Chaque fois, on lui annonçait le nom d'un combat. Il m'envoyait des vidéos, le nom de l'adversaire. Je cherchais les vidéos. D'ailleurs, je découvrais des vidéos de combats de ces gars. Ils avaient fait d'autres combats ailleurs que des combats, même des fois classés professionnels. Avant, et je les analysais, je proposais la stratégie de combat à Shadow Ludwig et puis David Pierre-Louis, et puis on avançait progressivement jusqu'à ce qu'il aille chercher sa médaille d'or. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je le félicite encore pour sa témérité, à n'avoir pas lâché l'affaire dessus. C'est quelque chose de bien, parce que peut-être il n'a pas fait de compétition professionnelle sur 2015,
mais il a pris de la maturité et quand il arrivera sur du professionnel, ce sera du solide et ça va durer longtemps. Donc voilà, encore Yuri, félicitations et puis il ne reste plus qu'à passer le pas et à passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Et je n'oublie pas ici de remercier et de féliciter également Nicolas qui était sur le même groupe. Donc, médaille de bronze, Nicolas. Médaille de bronze, Nicolas Roth, c'est toujours un de mes élèves au CrossFight. Donc voilà, les deux ont fait un excellent boulot. Merci au staff qui les a accompagnés. Et je pense que cette année, Nicolas va remettre la couche pour faire les sélections de novembre, les Europes. C'est toujours pareil, il m'a posé la question et je lui ai dit que je lui laissais le choix de faire ce qu'il voulait. Je pense que les championnats du monde amateur, c'est fait pour les amateurs et que ça doit, à un moment donné, il faut laisser la place aux autres. Ouais. Donc j'ai eu une discussion franche avec lui, je lui ai dit que je l'accompagnerais si jamais il décidait de les faire, mais on a assez de monde à la salle qui vont se présenter sur les sélections et qui pourraient aller prendre sa place et lui passer au niveau professionnel. Mais s'il se sent encore d'aller chercher l'or, bah, je l'accompagnerai pour aller chercher l'or parce que le binôme entraîneur-entraîné il faut qu'il y ait une décision collégiale. Je ne peux pas décider de manière unilatérale. S'il n'est pas prêt, bah, je préfère attendre qu'on refasse encore une couche avec le championnat du monde amateur, peut-être le championnat européen amateur, et puis éventuellement peut-être passer à autre chose après. Mais pour le moment, voilà, il m'a dit, on en a discuté, il hésitait, et puis il m'a dit finalement, je pense que je vais le refaire quand même. D'ici novembre, je n'ai pas de compétition, donc il n'y a pas de contre-indication à ce que je le fasse. Je lui ai dit, ok, nickel, je t'accompagne, il n'y a pas de souci, on y va. Eh bien, sur ces mots, on va se quitter. Merci Fernand pour cette entrevue. Merci pour tous les détails que tu nous as donnés. On se régale déjà. Je donne rendez-vous à tout le monde le 19 septembre pour ce gala exceptionnel que le Cajun Couture 4 avec une carte de folie. Merci à toi Fernand, à très très bientôt. Merci à toi Fred pour l'excellent boulot que tu fais. Restez connectés. Comme je t'ai dit Fred, sous quelques jours, tu auras une très bonne nouvelle, une très grosse nouvelle. Je demande à tous ceux qui sont connectés au CrossFight de rester connectés parce que je ne peux pas encore parler, mais ça va être une très bonne nouvelle très bientôt. Je crois que je vais laisser mon caméscope chez toi, Fernand. Ouais, voilà, je profite pour inviter tous ceux qui seront sur Paris le 5 septembre à passer au CrossFight pour la journée porte ouverte. Voilà, c'est le CrossFight 2.0, des nouveaux partenaires. La salle de combat passe de 100 mètres carrés à 200 mètres carrés d'espace de combat. Et donc, du coup, voilà, le CrossFight est submergé de demandes de sport de combat, de demandes d'MMA. Et donc, du coup, on va profiter pour faire la place, se détacher du CrossFit, se concentrer largement sur le MMA et faire de la préparation physique à côté. On a une équipe de 5 préparateurs physiques qui font un excellent boulot, une préparation physique individualisée. Mais voilà, le 5 à 14h, porte ouverte, vous pouvez tous venir, enfants, femmes, messieurs, troisième âge, venez tous essayer les sports de combat pour la saison qui va commencer. Donc rendez-vous est pris pour le 5 septembre pour les journées de porte ouverte du CrossFight. Exact. Que tout le monde vienne parce que c'est vraiment un club formidable, je peux en témoigner, un sacré club. Merci à toi Fernand. Merci Fred. À très bientôt. À bientôt.